Donc oui, le parage physiologique, le sous-titre, c'est pour en finir avec les idées reçues. Hein, j'ai lu Comment se faire des amis et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui restent attachés à des idées reçues. Ce que j'appelle les idées reçues, c'est pas forcément nul, mais c'est des idées qui n'ont pas forcément non plus de fondement, qu'on n'a pas vérifié, qui sont souvent transmises de génération en génération par la littérature, les auteurs reprenant la littérature précédente, etc. Et on va le voir, il y a plein de choses qui sont transmises, mais qui sont fausses. Hein, donc, paré d'aplomb, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pied, ça c'est une phrase sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'un pied est considéré comme d'aplomb quand la corne a été taillée de façon à ce que l'angle donné au sabot, donc à la troisième phalange, à P3, par le parage, impose des contraintes minimum aux articulations du doigt. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ça, puisque c'est quand même le but. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on part un cheval? Quels sont les effets? Alors, la première règle qu'il faut bien assimiler, c'est que dès qu'on modifie l'angle du sabot, on modifie aussi la répartition des charges au niveau de la surface portante, hein, de la surface d'appui. Hein. Et quand je parle de ça, je vais vous passer donc une petite vidéo qui est la recherche du centre de pression. Le centre de pression, c'est aussi le point d'équilibre du sabot. Hein, et moi, grâce aux maréchaux que j'ai pu rencontrer, on a beaucoup discuté. Et puis quand un maréchal vous dit, quand on part d'un côté, on charge le côté qu'on part, et puis que l'autre, il vous dit le contraire, si on n'a pas d'argument, la discussion, elle peut durer des heures. Là, j'ai inventé un petit appareil, vous allez voir, il n'y a pas plus simple que ça, c'est ce que j'ai appelé une barrette d'équilibre. Hein, donc j'enlève un clou, je fixe ma barrette avec un clou dans le trou ancien, et je repose le pied, comme vous pouvez le voir. Hein, alors là, bon... Il faut un cheval relativement docile, mais enfin celui-là, il était même un peu sédaté. Hein, par contre, j'avais une plaque métallique parce qu'on était sur la moquette, et sur la moquette, vous allez voir ce que je fais, ça glisse pas bien. Alors vous voyez, déjà mon pied, il est presque en équilibre sur la barrette. Hein, et pourquoi je recherche ça? C'est parce que je sais que le point d'équilibre, il se trouve sur une ligne. Hein, quand le pied est en équilibre sur ma barrette, eh ben, le centre de pression, ou le centre d'équilibre, il se trouve sur cette ligne-là. Ça, je pense qu'on ne peut pas trop le contester. Et ce qui est amusant, justement, de voir, c'est la stabilité, hein, la stabilité du pied sur cette barrette. Une fois qu'on a la ligne d'équilibre, eh bien, c'est bien la ligne d'équilibre. Elle ne change pas toutes les 2 minutes, toutes les 30 secondes. C'est bien la ligne d'équilibre. Donc, je marque sur le fer, hein, je fais des repères comme ça, parce que quand je vais lever le pied, évidemment, ma barrette, elle va bouger. Donc, je lève le... Alors, j'étais avec le docteur Desbrosses qui, lui, voulait savoir si c'était... Parce que je parlais d'équilibre passif. L'équilibre passif, pour moi, c'est quand, simplement avec le poids du cheval sur le membre, ça tend les ligaments, vous l'avez sûrement vu sous la presse, hein, ça tend les brides du suspenseur vers l'avant, ça tend le perforant, la bride carpienne, vers l'arrière, hein, et ça fait une espèce d'équilibre, hein, qui est très stable. Et le docteur Desbrosses, il voulait vérifier si effectivement c'était bien passif, donc sans intervention musculaire, ou un effet de casting, comme il dit, c'est-à-dire contraction musculaire qui va bloquer le pied. Or, il a vérifié, il a palpé les tendons, voir s'ils étaient tendus ou pas. Les tendons n'étant pas tendus, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est bien un équilibre passif. Donc, j'ai repéré, vous avez vu, une première ligne d'équilibre, hein, grâce à la première position de ma barrette. Et là, je vais chercher une deuxième ligne, parce que une deuxième ligne sur laquelle sera le point d'équilibre du pied. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour penser qu'il n'y a qu'un seul point qui est commun aux 2 lignes, c'est le point d'intersection. Hein, donc ça, c'est le jeu. Je fixe ma barrette dans le deuxième trou. Hein. Après, le trou, on choisit comme on veut. Tous les trous sont bons, sauf que si on prend une étampure trop en pince, ben, la barrette, elle risque de passer entre les éponges, ça ne va pas être commode. Et puis si on prend un trou trop loin en quartier, eh ben, on va avoir 2 lignes qui ne se croisent pas suffisamment perpendiculairement, donc un point qui va être moins précis. Hein, donc là, à nouveau, vous voyez que le pied est bien en équilibre. Hein, donc on peut admettre, hein, donc là je vais le marquer, le cheval il tangue un peu, je vous dis il était sédaté, hein, il avait un petit coup de calmant et ça le faisait tanguer.
Donc là, voilà, j'ai une deuxième ligne d'équilibre, et je vous expliquerai plus loin que ça, ce cheval-là, il n'était pas d'aplomb, parce que normalement, quand un cheval est d'aplomb, le centre d'équilibre, il est au milieu de la fourchette. Hein. Et pour l'expérience, pour bien montrer ce que je veux prouver, j'ai refait un fer spécial avec une plaque de tôle soudée en rive interne, hein, et je refais la même expérience, c'est-à-dire que je remets le pied en équilibre de façon à localiser le centre de pression. Donc une première ligne d'équilibre, alors vous allez voir, en plus sur la plaque de tôle, c'est encore plus facile de la tracer comme il faut. Hein, donc j'ai une belle ligne d'équilibre. Je recommence de l'autre côté. Hein, voilà, le pied à nouveau bien en équilibre, toujours très stable. Hein, moi, ça m'a surpris au départ. Et puis j'ai appris plein de choses. Hein. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout vous dire tout ce que j'ai appris, parce que comme il y a 44 ans que j'apprends des trucs, en 3/4 d'heure, je vais avoir du mal. Hein, mais j'ai donc une deuxième ligne d'équilibre. Hein, voilà. Hein, et j'ai donc là un point qui est très précis, hein, puisque les deux lignes se croisant comme il faut. Et puis pour mettre un peu en évidence que c'est le point d'équilibre du pied, j'ai mis sur un aimant. Sur un aimant, j'ai mis une vis. Voilà. Et je repose le pied au sol, puis on va voir ce qui se passe. Hein. Donc là, je suis sûr que ma vis, elle est au point de rencontre des deux lignes. Hein. Et le pied, il est parfaitement en équilibre sur un point, hein, sans bouger, nickel. Donc, quand je vous dis que le centre de pression il se déplace d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas une invention de ma part, c'est que je suis capable de le localiser. Et ça, je l'ai fait sans mentir sur des centaines de chevaux, parce que chaque fois que je fais une animation, un stage, un truc comme ça, on recommence, on recherche le centre d'équilibre, hein, le point d'équilibre. Donc, et on sait que l'intérêt quand même du point d'équilibre, vous l'aviez compris, c'est-à-dire que le centre de pression, s'il se déplace d'un côté, ça veut dire qu'il y a une surcharge de ce côté-là, hein, et quand il se déplace de l'autre côté, évidemment, ça inverse les surcharges. Hein. Donc ça, c'est pour quand je parle de charge et de surcharge, c'est ça. Maintenant, pourquoi il y a des charges et des surcharges? Eh bien, je vous disais passivement, hein, simplement par le poids du cheval sur le boulet. Hein, on a les brides du suspenseur qui viennent ici s'insérer sur l'extenseur, hein, qui génèrent une force. Hein, et puis à l'arrière, grâce à la bride carpienne, il y a une partie, ce que j'appelle la partie ligamentaire du tendon perforant. Hein, là, le cheval, il peut rien faire dessus, et ça marche sur un membre ex vivo. Eh bien, il y a une force qui est générée palmairement, qui va tendre à faire basculer la troisième phalange vers l'avant. Donc ces deux forces-là qui sont antagonistes, elles vont stabiliser le pied dans une direction crânio-caudale, c'est-à-dire dans le plan sagittal. Et puis dans le plan frontal, c'est pas tout à fait pareil, mais les articulations du doigt, elles sont faites en charnière imparfaite, c'est-à-dire qu'elles sont faites essentiellement pour la flexion, l'extension. Hein. Elles fonctionnent aussi, bien sûr, c'est pour ça qu'elles sont imparfaites, hein, mais elles fonctionnent aussi collatéralement, elles pivotent aussi, enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un déséquilibre, eh ben on va déséquilibrer ces forces-là. Il y a un condyle, ça s'appelle le condyle, qui va être plus chargé que l'autre, hein, et de l'autre côté, ben le ligament, il sera plus tendu que l'autre. Il va y avoir un déséquilibre et de charge et de tension au niveau des articulations du doigt. Hein. Donc on le voit ici, là, les forces, la force de l'apesanteur de la gravité va s'appliquer au centre virtuel articulaire de l'articulation du pied, hein, de l'interphalangienne distale, et puis le sol, lui, va avoir des forces de réaction, hein, qui vont être réparties entre l'avant, l'arrière, l'interne, l'externe, etc. Hein. Et ça, encore une fois, grâce aux forces antagonistes qui vont stabiliser le pied. Hein. Donc, les effets du parage, le rapage pariétal est très important parce que c'est par là que commence la gestion des bras de levier. Hein. La gestion de la surface d'appui, c'est aussi la gestion des bras de levier, et ça commence par le rapage pariétal, qui est très important. Hein. Et c'est pour ça que souvent on l'appelle le parage pariétal. Hein. On voit ici un pied avant, après parage. Hein. Eh bien, qu'est-ce que j'ai changé? Je n'ai pas changé l'angle du pied. Par contre, j'ai changé les bras de levier, hein, ça c'est évident. Hein. Bon, pareil d'aplomb en fonction de la conformation individuelle, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de règle absolue valable pour tous les chevaux. Chaque cheval a son propre aplomb pour chaque pied de chacun de ses membres. Ça c'est une chose qui est très importante à bien garder en mémoire. Hein. Et aussi pour communiquer, ce qui est très important, c'est
pour arriver à communiquer, vous voyez, ce n'est pas mon point fort, mais pour arriver à communiquer, il faut être capable de dire dans quelle direction il y a des déviations éventuelles ou des conformations. Hein. Donc il y a 3 plans qui sont le plan horizontal, vous avez compris, c'est le plan horizontal, c'est le plus facile à voir. On a le plan frontal, qui est le plan vertical perpendiculaire à l'axe longitudinal, et puis le plan sagittal qui coupe l'objet en son milieu, en principe un plan plus ou moins de symétrie. Donc après on va parler des déviations dans ces plans-là, et le plan sagittal, lui, il s'observe, c'est le plus facile à observer, il s'observe vue de profil. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que quand on regarde les livres de maréchalerie, qu'on regarde les livres d'équitation, qu'on regarde la littérature en général, de base, je dirais, on a 2 types d'aplomb. On a les aplombs vue de face, les aplombs vue de profil. Pour moi, c'est largement insuffisant, parce qu'ils sont chacun est en 2 dimensions, alors qu'un cheval, c'est plutôt en 3 dimensions. Donc c'est important de faire la différence, et vous allez voir que le plan sagittal, lui, il est facile à regarder, on le regarde de profil, et là, il va nous mettre en évidence tout ce qui est flexion, extension, verticalité, obliquité, enfin bref, il y a tout un truc, je ne vais pas vous faire la description de tout ça, parce que j'ai quand même des trucs à vous dire, mais voilà, c'est tout. Et ça, en plus, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, je vous disais, les articulations du doigt, elles sont faites en charnière imparfaite. Donc c'est vraiment des charnières, la flexion, l'extension, c'est pas trop un problème. Ça peut être un problème pour les tendons, etc., bien sûr. Mais c'est aussi une chose contre laquelle je lutte, c'est qu'on dit que, par exemple, la conformation idéale, on a le pâturon qui est en ligne avec le pied, il fait 45 à 50 degrés devant. Bon, moi je veux bien, mais à mon avis, ça a un intérêt uniquement pour décrire toutes les conformations. C'est-à-dire que les conformations, un cheval qui fait au-delà de 50 degrés, on peut dire qu'il est droit, qui fait moins de 45, on peut dire qu'il est oblique, etc. Mais c'est juste une question de référence de point zéro. Je dirais l'idéal, c'est une référence de point zéro, mais c'est surtout pas un but à obtenir par le parage et par le ferrage. Ça, c'est une erreur, à mon avis, qui est fondamentale. Et j'ai mis un exemple là-dessus, c'est-à-dire que celui-là, par exemple, c'est un cheval qu'un de mes collègues dans la salle connaît bien. Il avait eu toutes les misères du monde à ferrer ce cheval-là, qui ne poussait pas en pince, qui avait des très mauvais pieds, etc. Mais moi, une fois que j'ai commencé à le ferrer, que je l'ai laissé en flexion interphalangienne, qui était sa conformation, j'ai plus aucun problème. Ce qui se passait, et ce que font beaucoup de maréchaux, c'est qu'on leur a appris que ça devait être en ligne, donc un cheval comme ça, ils vont parer le talon, et quand on pare le talon, la pression, le centre de pression, il se déplace vers l'avant. Quand il y a de la pression vers l'avant, il n'y a pas de pouce en pince, il n'y a pas de renouvellement de la corne, elle pousse que en talon, et puis le maréchal ferrant, il se dit non, heureusement que j'ai coupé du talon, parce que vu la vitesse à laquelle il pousse en talon, faut que je me dépêche de recommencer, mais il ne s'est pas aperçu que c'est parce qu'il avait coupé du talon que ça poussait. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien intégrer aussi, c'est-à-dire que le cheval, s'il est en flexion interphalangienne, il faut le ferrer avec sa flexion interphalangienne. Si il est confortable, il va se mettre vraiment dans l'axe qui lui convient, mais il ne faut pas forcer la nature. S'il est conformé comme ça, il faut le laisser comme ça. Pareil, il y a un cheval comme ça, si vous voulez aligner la pince sur le pâturon, vous allez avoir des gros problèmes de talon, parce que vous allez augmenter énormément la pression à talon, et ça va s'effondrer, ça va se rouler, ça va se... voilà. Donc, le plan horizontal, lui, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il s'observe vue de face, vue de derrière et en vue plongeante sur le membre. Je vous montrerai après ce que c'est que la vue plongeante sur le membre. Mais ça va mettre en évidence tout ce qui est rotation axiale, c'est-à-dire les panardises, les carignosités, tout ce qui est dans ce sens-là, si vous voulez. Et ce qu'on peut dire, ça sans problème, c'est que les déviations, on les voit au niveau des articulations, mais le siège de la déviation est dans les os. Donc quand on a une déviation horizontale comme ça veut dire qu'on a un os qui est vrillé. Autrement dit, l'axe virtuel de la surface articulaire proximale n'est pas dans le même plan que l'axe virtuel de la surface articulaire distale. Par exemple, ce cheval-là, vous voyez, il a le pied qui est bien dans l'axe. Par contre, il a le boulet qui est légèrement panard et le carpe qui est encore plus panard.
hein. Donc c'est un cheval qui a le membre qui est vrillé, et ça on fait ce qu'on veut, hein, on met la ferrure qu'on veut, de toute façon on ne mettra pas les trois articulations dans la même direction. Donc il va falloir gérer ce cheval-là. Hein. Et un autre point de repère, quand je dis vue plongeante, c'est vue plongeante sur le côté dorsal du membre ou sur le côté palmaire ou plantaire s'il s'agit des postérieurs. Et il faut regarder la ligne des glomes, ça c'est très important, parce que la ligne des glomes, elle va nous donner la direction du pied, et les déviations horizontales, c'est vraiment des déviations directionnelles. Hein. Donc quand on a une ligne des glomes, ce que j'appelle la ligne des glomes, vous avez compris ce que c'était, hein, quand on a une ligne des glomes qui forme un angle aigu vers l'avant avec l'axe longitudinal du cheval, on a un pied qui est cagneux, et quand il forme un angle aigu vers l'arrière, on a un cheval qui est panard. Hein. Mais ça, c'est vraiment, voilà. Hein, vous voyez, ici, là, hop, hein, le cheval panard, angle aigu vers l'arrière, cheval cagneux, angle aigu vers l'avant. Hein. Parce qu'il y a souvent une confusion entre le plan horizontal et le plan frontal. Et le plan frontal, il s'observe des mêmes endroits, hein, point de vue, des mêmes points de vue, hein, vue de face, vue de derrière, vue plongeante sur le membre, mais elles sont complètement différentes. Elles vont nous mettre en évidence ce qui est valgus, hein. Valgus, c'est les jambes en X, hein, pour schématiser, varus, hein, les jambes entre parenthèses, si on veut, hein. Et par contre, le siège de la déviation se trouvant aussi dans l'os, mais il n'a pas du tout la même origine. C'est-à-dire que simplement, la surface articulaire, elle n'est pas perpendiculaire à l'axe du rayon osseux. Hein. Et là, on va avoir, et quand on regarde un cheval comme ça de face, eh bien, on ne sait pas s'il est panard, s'il est ouvert du bas. Voici, on voit bien qu'il est ouvert du bas quand même. Hein, mais on peut imaginer qu'il est panard, on peut l'imaginer, mais là, j'en suis pas sûr, hein, si je le connais. Mais moi, j'en suis sûr. Mais par contre, quand on regarde de derrière, on a aussi plein d'informations. C'est-à-dire que vu de face, c'est pas suffisant. Hein. Vous voyez, ce cheval-là est Nebel. Hein, vous allez le revoir parce que je l'aime beaucoup, ce cheval-là. Hein, Nebel, un cheval d'endurance très très haut niveau, puisqu'il a le record sur Nancy à 20 km/h de moyenne, plus de 20 km/h de moyenne. Nancy, c'est une course qui n'existe plus, mais qui faisait quand même 160 km. Hein, et donc, quand on le regarde de face, ben, on ne sait pas très bien quelles sont ces déviations. Par contre, quand on le regarde de derrière le membre, parce que, eh ben là, on voit qu'il y a un valgus du carpe, on voit qu'il y a un valgus du boulet, on voit qu'il y a un varus du doigt. Hein. Voilà. Hein, en vue plongeante, ça exagère les déviations. Celui-là, hein, il a le coup de vent, comme disent les Anglais, donc il est valgus d'un côté, varus de l'autre. Bon, ça, c'est facile à voir. Hein. Vous voyez, vue plongeante, c'est ça, c'est à partir de l'épaule pour les antérieurs. Hein, mais pour les postérieurs, on peut regarder aussi par-dessus la jambe, là, au niveau du canon, on peut regarder en vue plongeante le canon des postérieurs. Ça, c'est pas du tout un problème. Hein, mais un pied comme ça, ben, on va voir où sont les valgus, où sont les varus. Et on va faire justement la différence par rapport au cheval que vous avez vu tout à l'heure, qui avait des déviations horizontales. Ben, là, on voit qu'il a des déviations frontales. Évidemment, il peut y avoir des déviations qui sont combinées. Hein, mais les déviations frontales, c'est vraiment des déviations d'alignement et de verticalité. Et ça aussi, c'est un exemple très intéressant qui met en évidence, ça c'est voilà, un cheval vu de face. Hein, un cheval vu de face, si je fais une enquête, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je ne vais pas la refaire parce que je veux vexer personne, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Hein. Quand je demande si le cheval il est panard, en général personne ne répond qu'il est panard. Si je demande s'il est cagneux, j'en ai quelques-uns qui répondent. Si je demande... voilà, et puis en fait j'en ai une majorité qui ne disent rien parce qu'ils se doutent qu'il y a un piège. Hein. Mais quand on regarde le cheval vu de derrière, eh ben on s'aperçoit qu'il forme, ses glomes forment un angle aigu vers l'arrière. Donc en fait, c'est un cheval qui est panard. Hein. Vous allez me dire, il est fou lui. Mais oui, c'est un cheval qui est panard. Pourquoi il est panard? Parce que, hein, vous avez vu là, pour prouver qu'il est panard, hein, j'ai fait mettre les deux pieds dans une mare d'eau, je vais faire culer sur un terrain sec. J'ai pris la photo, hein, je n'ai pas triché. Hein. Voilà les empreintes du cheval. Là, si vous voyez des empreintes comme ça, c'est évident qu'il est panard. Par contre, si vous regardez les pieds, ils sont largement de travers en dedans. Donc la ligne de pince, elle est convergente vers le bas, si on veut, hein, mais c'est à cause de ces déviations frontales et non pas de ces déviations horizontales. Le cheval, il est panard et avec les pieds de travers en dedans. Donc c'est deux choses qui sont bien, bien différentes. Hein. Bon, il y a des choses, c'est plus facile à voir. Celui-là, il est bien panard, celui-là, il est bien cagneux. Bon. Hein. Alors, pour parler d'aplomb, il faut faire très attention au sabot. Hein. Le sabot, on peut lire plein de choses sur le sabot, il y a plein d'informations.
que quelquefois on néglige, surtout en début de carrière. Après, on se dit, tiens, on voit mieux ce qui se passe. Mais la différence de vitesse de pousse, elle est mise en évidence par les lignes, ce qu'on appelle les lignes de pouce. Un cheval qui n'a pas de surpression ni d'un côté ni de l'autre, un cheval 5 qui n'a pas fait de fourbure, enfin bref, voilà, il va avoir des lignes de pouce qui sont parallèles à la couronne. Si les lignes de pouce ne sont pas parallèles à la couronne, ça veut dire qu'il y a un endroit qui est surchargé. Ça peut être une surcharge due à la conformation du cheval, ou on va le voir sur un autre cas, mais ça peut être une surcharge qui est due à une correction, éventuellement, sur des poulains en orthopédie. Luc nous le dirait. Bon, ben, on le fait volontairement, on sait qu'on va faire une pression, et c'est le but du jeu pour redresser le cheval. Par contre, ben, sur un adulte, si on cherche à le redresser, on va uniquement modifier la répartition des charges, on va surcharger un côté, et donc modifier la vitesse de pouce de la corde, la vitesse d'avalure, mais on ne va sûrement pas modifier le squelette d'un cheval adulte. Là, par contre, on a des lignes de pouce qui sont naturellement convergentes vers le talon dû à la conformation du cheval, simplement parce que, comme il est fait, il a les talons qui sont très faibles, et donc bah, la pince, elle pousse très vite, voilà, c'est comme ça. Mais ce cheval-là, il est plus intéressant, j'en parlais hier à Hans, c'est un cheval qu'on m'a fait ferrer dans une espèce de congrès, et avec un pied beau comme ça. Pas la peine d'avoir fait beaucoup de maréchalerie pour savoir que c'est un pied beau. Mais je lui dis, mais votre cheval, il y a combien de temps qu'il est ferré là? Il y a 4 mois, 4-5 mois. Et il me dit, comment vous le savez? Je lui dis, regardez, les lignes du bas, là, elles sont toutes parallèles les unes par rapport aux autres. Et puis, à partir de là, cette ligne-là, elle n'est plus parallèle à la couronne. Et vous savez pourquoi? Il disait, parce que le maréchal Ferrand, simplement, il a eu affaire à un pied beau, il a voulu le réaligner sur le pâturon. En réunion sur le pâturon, il a surchargé la pince et la pince a poussé moins vite. Donc le talon plus vite, et c'est pour ça que les lignes ne sont plus parallèles. Mais avant, le cheval, il poussait normalement avec son pied beau, et quand vous avez des pieds beaux au pré, 9 fois sur 10, et bien plus que ça, on n'a jamais vu un pied beau passer devant sur un cheval adulte qui n'a pas d'autres problèmes que son pied beau. Le pied beau, il va prendre sa position, puis il va pousser comme ça. Et nous, on va se mêler d'essayer de réaligner un pied beau sur un pâturon. D'abord, c'est impossible à faire. Et puis en plus, le cheval, lui, pendant 6 semaines, il va le remettre à la place qu'il préfère. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Et puis sur un plan frontal, la boîte cornée va nous dire aussi plein de choses. Elle va nous dire plein de choses, notamment, vous voyez ici, on a un talon qui est chevauché. Ce qui est intéressant aussi, c'est, Hans aime bien cette théorie et je l'approuve là-dessus largement, ce qu'on peut contrôler aussi, c'est la quantité de cartilage qui dépasse de la couronne. Et là, quand on surcharge d'un côté, non seulement le talon il remonte, mais il remonte aussi par rapport au cartilage. Donc vous voyez, ici, on a beaucoup moins de cartilage qu'ici. De ce côté-là, vous voyez, il y a très peu de cartilage, alors que de ce côté-là, il y a beaucoup de cartilage. Parce qu'il y a une surcharge permanente due à une tentative de redressement du pied. Et puis, on a une déformation de la couronne qui est évidente. Vous voyez, la couronne qui fait des vagues, là, qui est surchargée. En plus, on a des sèmes, voilà, une souffrance au niveau du talon, tout simplement, parce que le cheval, il devait être de travers. Il était de travers, je le connais. Il était de travers en dehors, et puis le maréchal voulait le redresser. Donc, il s'est trompé. De même, celui-là qu'on m'avait apporté, c'est quand même assez clair qu'il a un talon chevauché, il a une sème. Tout ça pourquoi? Parce que là, le maréchal, il voulait le parer le plus d'équerre possible, comme c'est une théorie, c'est une idée de longue date. Et il disait, normalement, un pied il doit être perpendiculaire au canon, et il forçait là-dessus, il essayait de mettre le pied perpendiculaire au canon, ça ne marchait pas. Donc après, il faut évaluer le cheval en mouvement. Mais pour évaluer le cheval en mouvement, il faut bien savoir certaines choses. Il y a eu une étude scientifique qui a été faite à Utrecht, et le protocole, ce qui est quand même incroyable, c'est que le protocole de parage, c'était d'essayer de faire poser le pied à plat en un temps. Déjà, pour moi, ça, c'est une idée reçue, mais c'était quand même le protocole de parage. Même en faisant ça, ils ont eu 65% des chevaux qui posaient quand même devant latéralement d'abord, et 98%
des chevaux qui posaient latéralement d'abord sur les postérieurs, hein, après parage selon ce protocole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval panard, hein, il va poser naturellement son pied latéralement, mais il va le lever aussi naturellement plus médialement, c'est-à-dire qu'un cheval normal, il va lever légèrement latéralement, hein, légèrement en externe du pinceau. Et bien, le cheval panard, lui, il va lever soit carrément axialement, donc dans l'axe du pinceau, soit médialement. Hein. Vous voyez ici donc un cheval panard, hein, au ralenti, on voit quand même bien que le posé n'est pas à plat. Voilà. Hein. Et on voit que le levé, par contre, il est beaucoup plus médial que sur un cheval qui n'est pas panard. Hein. Donc, voilà. On l'a après au trot, mais je vais peut-être aussi, on va peut-être passer celle-là au trot. Je ne vous les passerai pas toutes parce que sinon, je vais me faire gronder par le président de séance. Mais là, au trot, on a à peu près le même résultat. Hein. Voilà, vous voyez, il pose bien en deux temps. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Un petit peu moins le gauche qu'au pas, mais enfin bon, c'est clairement en deux temps. Hein. Et par contre, le cagneux, lui, ça va être l'inverse. Hein. Le cagneux, c'est les seuls chevaux, les chevaux cagneux, c'est les seuls qui vont poser médialement d'abord, hein, ou à plat. Mais par contre, ils vont lever beaucoup plus latéralement. Hein, vous le voyez là sur les deux photos. Et quand on observe un cheval, on observe toujours le posé. Moi, en premier, hein, on observe le posé, on n'arrive pas à voir le lever. Ça, c'est humain, hein, on ne sait pas. Et le lever, eh ben, je pense que c'est au moins aussi important que le posé. Hein, parce qu'au lever, il y a les phalanges sont en extension, les articulations sont en extension, et quand elles sont en extension, il y a beaucoup plus d'instabilité articulaire, et donc ça va tirer davantage sur les ligaments, etc., quand il y a une extension interphalangienne, notamment. Hein, donc le lever est très très important, et ça, c'est un apport de la vidéo. Hein. Hans nous a très bien expliqué ça. Hein. Et ce cheval-là, c'était amusant parce que le propriétaire du cheval qui me voyait jouer avec mon appareil photo, c'était mon premier numérique, là, hein, il me disait, vous voulez pas filmer mon cheval, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, à mon avis, il est trop en dehors, votre cheval. Il me dit, vous êtes vous, on voit bien qu'il pose en dedans. Mais j'ai dit, oui, il pose en dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il pose en dedans, ça veut dire qu'au début de l'appui, la force va être médiale. Mais ce qui m'importe, moi, c'est qu'en milieu d'appui, la force soit au milieu du pied, et puis qu'en fin d'appui, il n'y ait pas trop de force latérale, il n'y a pas trop de charge latérale. Et là, on voit bien qu'il y a une surcharge latérale, il y a des lignes de stress en mamelle externe, hein, tout simplement parce que le cheval, il lève sur ce point-là, hein, et les lignes de stress elles correspondent bien au point de bascule du pied en fin d'appui. Hein. Donc là, on regarde un cheval en vue plongeante sur les antérieurs. Hein. On a clairement un cheval qui est cagneux, hein, surtout quand on voit vue plongeante sur l'arrière du pied. Hein. Et ce cheval-là, ben, quand il trotte, hein, il va poser au moins à plat. Hein. Par contre, là, on a l'occasion de voir la bascule du pied en fin d'appui, et on voit que la bascule du pied, elle est très latérale. D'accord ? Mais ça, c'est une question de conformation, ce n'est pas une question de parage, ce n'est pas une question de truc. Et si on essaye de redresser un cheval cagneux, on essaye de redresser frontalement, par une modification frontale, un problème directionnel. Donc ça, c'est pas très logique, à mon point de vue. Hein, on voit un autre cagneux, hein, lui, il pose encore mieux médialement, voilà, hop. Hein, et ça, c'est comme ça, c'est naturel, c'est parce qu'il est cagneux qu'il pose dedans d'abord. Voilà. Hein, et vous vous rendez compte que si mon erreur de parage, hein, parce que si je l'avais paré de façon à ce qu'il pose à plat, il faut que je lui mette au moins 2 cm de plus de corne en externe. Si je n'ai pas vu ça, j'aurais dû arrêter le métier avant. Hein. C'est que là, c'est grave. OK ? Voilà. Donc ça, c'est des données qu'il faut connaître. Hein. Et puis après, il faut évaluer aussi l'aplomb avant-après parage. Alors, moi en tout cas, j'ai du mal à faire trotter tous mes chevaux avant ferrage, après ferrage, etc. Hein. Et puis en plus, on a quand même un avantage, c'est que quand on ferre un cheval, le cheval, il est droit sur ses membres, et le paroxysme des forces sur un cheval, c'est en phase intermédiaire de l'appui, c'est-à-dire c'est quand le membre est vertical, quand le membre passe à la verticale. Hein, on a vu hier sur l'exposé de Franck, hein, qu'il y a la phase d'amortissement,
la phase intermédiaire de l'appui, la phase de soutènement, et puis la phase de propulsion. Et ben, le maximum de force, ça c'est scientifiquement prouvé, c'est incontesté, et ben, le maximum de force, c'est quand le membre est vertical. Et ben, coup de chance, nous, quand on fait un cheval, les membres sont à peu près verticaux, ça dépend des chevaux, il y en a qui bougent plus que d'autres, mais voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que le cheval soit d'aplomb. Et pour que un parage médiolatéral correct, ça c'est les standards de l'EFA, la Fédération européenne des associations de maréchaux ferrants. On a eu un consensus quand même entre 14 représentants de 14 pays européens, donc c'est quand même, ça commence à être un petit peu consensuel. Et ben, un parage médiolatéral correct impose un minimum de contraintes aux articulations du doigt. Pour ce faire, le parage ne devrait pas modifier, quand l'équin est en appui sur son pied, l'alignement interphalangien que l'on peut observer quand le pied est tenu levé. C'est-à-dire que quand un pied est tenu levé comme celui-là, il n'y a pas de contrainte articulaire. Là, je ne me mouille pas beaucoup en disant ça. Je pense que les articulations, elles sont à peu près en position, et c'est dans cette position-là qu'elles devraient rester. Si, une fois posées, ben, je n'ai pas le même alignement, qui peut être valgus, qui peut être varus, puisqu'on a vu que la conformation, c'est une question de conformation, ce n'est pas une question de parage. Et ben, s'il est valgus, s'il est varus, il doit rester valgus ou varus, sinon c'est qu'on impose des contraintes. Maintenant, dans mon métier de tous les jours, c'est difficile aussi de... quand j'ai le pied entre mes genoux, j'ai des références qui sont à peu près bonnes. Mais je dis bien à peu près bonnes, ce n'est pas ma référence absolue. Mais ça marche dans 95%, même plus des cas. Je regarde les hauteurs relatives entre le quartier médial, le quartier latéral, et très souvent, quand même, la plupart du temps, sur les antérieurs, on tombe bien. Mais ma façon de vérifier, et ma référence absolue, elle est là. Pour ceux qui ont vu ma démonstration tout à l'heure sur les postérieurs, c'est vrai aussi sur les antérieurs, c'est-à-dire qu'un pâturon qui est bien placé, autrement dit un pied qui est bien placé par rapport au pâturon, et ben le pâturon, il est entre les cartilages angulaires. Si mon pied il est de travers, et ben il y a un cartilage angulaire qui va pousser plus que l'autre, qui va être plus en contact. Vous voyez ici, sur ce cheval-là, j'ai mis une talonnette. Ça, c'est des superbes images de Savoldi qui a exprès mis sa sole d'épaisseur asymétrique. Et ben, le côté le plus haut, le cartilage, il vient pousser davantage sur le pâturon. Et là, il y a un creux qui s'est prononcé. Je vais revenir en arrière. Vous voyez, ici, on a une forme. On a eu des formes qui sont à peu près régulières, médiolatérales, ce qui correspond à ça. C'est pas le même cheval, je vous rassure quand même. Mais quand je mets une talonnette, eh ben, mon trou ici, il n'est plus, il n'existe plus. Par contre, celui-là, il a augmenté. C'est pas forcément facile à voir, c'est pour ça que j'ai développé d'autres moyens. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est quand même quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si on a un membre qui n'est pas vertical, et puis qu'on part le pied verticalement, eh ben, ce que je vous disais tout à l'heure, on va engendrer des contraintes du côté qu'on a laissé le plus haut. Alors non seulement des contraintes sur la boîte cornée, mais c'est encore pas le plus grave. Les plus graves, c'est les contraintes au niveau des articulations. Donc le postérieur, voilà comme on le regarde, mais là c'est un peu exagéré parce que je vous parlais ce matin de l'appareil réciproque. Dès qu'on lève un pied, il y a flexion du boulet. Et plus le boulet est fléchi, moins on est une bonne référence. Donc le jeu, c'est de le tenir le plus bas possible, en faisant très attention à ses doigts. Ne me téléphonez pas en disant « c'est bien ton système, mais j'ai plus de doigts ». Non, faites attention. Et voilà ce qu'on voit. On voit une configuration, un rapport entre le pâturon et la couronne. Et ce rapport entre le pâturon et la couronne, on voit aussi un alignement. Là, on a un cheval qui est pas mal aligné d'ailleurs. On a une bonne symétrie au niveau de la couronne et du pâturon ici, et puis un bon alignement interphalangien. Eh bien, on doit retrouver le même quand le pied est posé au sol. Et là, en l'occurrence, ça ne marche pas. En l'occurrence, ça ne marche pas parce que ce qu'on a là, on a un bon alignement. On a un bon alignement sur la photo de droite, et puis là, on a l'impression qu'il y a un valgus sur la photo de gauche. Alors, c'est pas très évident non plus, il faut quand même un petit peu l'habitude de le faire. Alors, pour ça, il y a un autre système, c'est de toucher les cartilages à l'endroit où ils rejoignent le pâturon. Et
faut toujours commencer par le pied en l'air, hein, donc sans contrainte. Là, mon collègue, il tient par un côté, mais enfin, bon, sans forcer, il tient aussi avec son genou, il n'y a pas de force sur le pied, il n'a pas dévié, hein, mais il faut faire attention aussi à ça. Il faut que le pied soit dans sa position naturelle, sans contrainte articulaire. On touche la position des cartilages par rapport au pâturon, et puis on compare une fois que le pied est posé au sol. Hein, et là, on a une bonne indication. On peut le faire aussi à l'arrière, palmairement sur les antérieurs, plantairement sur les postérieurs. On compare donc la position du cartilage par rapport au pâturon, et on a une bonne référence. Et puis après, j'ai mis au point un système qui est encore plus facile. Je l'ai modestement baptisé le TDL, hein, parce que les Anglais, ils ont le T-square. Hein, moi, comme c'était le mien, je l'ai appelé DL. Hein, donc c'est le TDL qui permet, lui, de mesurer déjà la conformation du cheval. Et c'est en fonction de la conformation du cheval qu'on va parer les antérieurs. Sur les postérieurs, vous avez compris que ce n'était pas possible, puisqu'il y a une flexion du boulet chaque fois qu'on lève le pied. Donc la flexion du boulet va nous dévier le pied, ça dépend de la conformation de l'articulation métatarso-phalangienne. Enfin bref, ça ne marche pas sur les postérieurs, mais sur les antérieurs, ça marche très très bien. Hein, donc on mesure l'angle du canon, et on regarde si le pied il a été ferré, ou paré en tout cas, en correspondance avec cet angle-là. Hein, donc là, c'est aussi des comparaisons, pied levé, pied posé, hein, vue de devant, vue de derrière. Hein, et c'est encore une fois, c'est des alignements qu'il faut conserver. L'équilibre antéro-postérieur, eh ben, en général, il ne faut pas essayer de le modifier, il faut se fier à la conformation du cheval. Et puis, quelquefois, la conformation du cheval ou la conformation immédiate, elle peut être due à un inconfort. Et cet inconfort, il peut être justement dû à une volonté du maréchal Ferrand de réaligner. J'ai vu beaucoup de cas de pieds plus petits que l'autre, hein, qui s'aggravent, hein, et une fois qu'on les laisse dans leur aplomb, eh ben, ça s'arrange, puisque quand le cheval est à l'aise sur ses deux pieds, il les fait travailler de la même façon, et les deux pieds qui travaillent de la même façon, ils se ressemblent de plus en plus au fil du temps. Donc ça, c'est important. Hein. Je vous le disais déjà ce matin, c'est que ma première recherche, moi, c'est le confort. Il faut absolument que le cheval soit confortable sur ses pieds, et après, les pieds ils vont fonctionner pareil. Après, il y a des choses que je ne peux pas, moi, que je ne maîtrise pas, c'est l'aspect congénital, l'aspect handicapé moteur du haut, etc. Ça, on ne peut pas tout faire en maréchalerie, hein, mais respecter la conformation du cheval, ça, c'est très important. Hein. La gestion des bras de levier, hein, je vous le disais, ça commence par le râpage pariétal, mais qu'est-ce que c'est que les bras de levier? Les bras de levier, c'est la distance entre le centre de pression et la surface la plus extérieure de la surface d'appui. Hein. Ça, c'est le bras de levier. Après, on peut jouer aussi sur les surfaces, etc. Mais le bras de levier, c'est ça. Hein. Et notamment, vous avez le bras de levier antérieur. Hein. Pourquoi il s'arrête en rive interne? C'est parce qu'il y a un relevé de pince. Hein. Donc le pied va basculer sur la rive interne à cause du relevé de pince. Si le fer était plat, eh ben, le bras de levier, il irait jusqu'à la rive externe, c'est-à-dire jusqu'ici. Ce qui est intéressant quand même, c'est de comparer les longueurs de bras de levier antérieurs entre un fer plat et un fer avec un relevé de pince. C'est-à-dire que si on met ce fer-là à plat, on va augmenter le bras de levier de 60% à peu près. Hein. Donc ça, c'est complètement énorme, parce que vous savez que le bras de levier, il est directement... la force sur le tendon, elle est directement proportionnelle au moment des forces. Ça s'appelle un moment de force en physique, mais à la longueur du bras de levier. Si vous doublez un bras de levier, eh ben vous doublez la force. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc ça, c'est énorme. Et les bras de levier, je vous disais, ils commencent par le parage. Déjà. Heureusement, je n'ai pas fait toutes les vidéos. Et donc, les bras de levier, ça commence par le parage. Hein. Et si vous regardez bien ce cheval-là, je n'ai pas changé l'angle. Hein. Pourtant, il a les pieds bien fuyants, mais j'ai fait attention de ne pas parer qu'en pince. Pourquoi? Parce que si je pars que en pince, hein, évidemment, le talon, il ne va pas bouger. Mais on a déjà un talon qui est fuyant, qui se roule, hein, et puis qui est tout près du centre de pression, parce que le centre de pression, hein, il est figuré à peu près par cette ligne-là qui est abaissée de la couronne. Hein, c'est pas toujours vrai, mais bon, c'est, disons, une ligne de référence. Si on ne modifie pas l'angle du biais, si on ne modifie pas l'angle de la troisième phalange, le centre de pression, il ne va pas bouger. Il va aller ni vers l'avant, ni vers l'arrière, il va rester là,
à ce point-là. Par contre, ce qu'on va modifier, nous, c'est la position du pied par rapport à ce point-là. C'est-à-dire qu'en parant le cheval, on va raccourcir les bras de levier antérieurs et on va rallonger les bras de levier postérieurs. C'est-à-dire qu'on va éloigner les talons du centre de pression. On va les soulager, simplement par le parage, sans modifier la force. Par contre, comme on va soulager les talons, ils vont mieux pousser. On va même leur permettre éventuellement de se redresser. Je dis bien éventuellement, parce qu'il n'y a pas de magicien. Mais voilà, ça c'est très important. Et puis aussi, ce qui fait rouler le talon, c'est le porte-à-faux qu'on a. C'est-à-dire que là, on a un bras de levier, si vous voulez, qu'on appelle le porte-à-faux, qui incite le talon à se rouler et donc les talons à se rapprocher encore plus du centre de pression. Alors que là, vous voyez, une fois paré, mon pied, il n'a pas changé d'angle, je n'ai pas baissé les talons, mais j'ai paré aussi en talon. Et ça, c'est très, très important. Voilà un exemple de maréchal qui n'a pas suivi mes conseils, surtout qu'il était... voilà, on se connaissait, mais amicalement. Il avait un petit peu accumulé toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire que pour redresser son pied, il avait mis une talonnette. Surtout, il ne coupait pas de talons parce qu'il n'en avait déjà pas beaucoup, entre guillemets. Mais il essaie de la pince parce qu'il faut bien mettre les clous quelque part. Quand on a des pieds qui se roulent comme ça, c'est très difficile de mettre des clous en arrière. Surtout qu'en plus, il avait développé une fourmilière. Mais la fourmilière, pourquoi? Parce que si vous prenez les talons qui se rapprochent comme ça, c'est comme si vous prenez une timbale en plastique. Vous faites comme ça, les côtés, ils font comme ça. Sur un pied, c'est pareil. Si les talons ils se roulent en dessous, ça fait comme une timbale en plastique. Les quartiers, ils se dilatent. Et puis finalement, ça peut générer des fourmilières. Donc là, j'ai été un petit peu énergique, dégager la fourmilière, raccourcir les bras de levier antérieurs, etc. Et ça s'est très très bien passé. J'ai eu des nouvelles du cheval après. Mon copain, il m'a dit, mais voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas osé, mais j'aurais dû, quoi. Et puis surtout, il faut garder en mémoire que le parage n'a d'effet que sur les plans sagittaux ou frontaux, mais surtout pas sur le plan horizontal, qui est un plan directionnel, et donc nous, on ne peut pas agir dessus, à moins de coincer le pied dans l'étau et tourner le cheval, ou l'inverse, et ça ne va pas. Donc, dans le parage physiologique, il y a des idées reçues. Bon, j'espère que... J'en ai vu quelques-uns qui faisaient la sieste, mais là, c'est le moment de se réveiller, j'ai bientôt fini. On a le T d'équerre, ce que les Anglais appellent le T-square, c'est même une règle, le T-square trimming, je vous laisse apprécier l'accent en plus. Voilà ce que j'en pense, moi, c'est comme ça qu'il faut gérer ça. Et pourtant, il a la vie dure. Ça, c'est vraiment une idée reçue qu'a la vie dure, puisqu'on le trouve dans des livres qui sont modernes, relativement en tout cas modernes. Un livre anglais et un livre américain. Ça, c'est un livre du début du XXe siècle français, mais où on dit qu'il faut parer d'équerre. Moi, je pars avec le TDL, et un cheval comme Nebel qui est à 82 degrés, si je le mets d'équerre, voilà ce que je vais faire. Je vais engendrer des contraintes articulaires, parce que le pied, lui, va venir d'équerre sur le sol. Si je le pars à 90 degrés, lui, il va se poser à 90 degrés, le cheval, il n'a pas trop le choix, du fait, justement, de ces charnières qui sont imparfaites. Donc, ça va lui tordre le pied. Par contre, ça ne va pas redresser le membre. Ça, c'est sûr, on s'en serait aperçu. Et puis, c'est une expérience qu'on a faite avec un de nos collègues qui est là, et sur un cheval qui était quand même déferré. Donc, ça, c'était sympa. Et puis, qui n'était pas tout à fait d'aplomb. On l'a observé. On a vu que le pied, il n'était pas vraiment perpendiculaire au membre. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'en regardant le cheval de face, on avait l'impression qu'il était à 90 degrés, mais si on se met derrière le membre, il n'est plus du tout à 90 degrés. On a même mesuré le membre, 95 degrés, 5 degrés d'erreur. C'est quand même pas mal. Sachant qu'une talonnette, ça fait 3 degrés. Vous voyez, c'est 2 talonnettes l'une sur l'autre, par exemple. Et on a regardé le parage, comme il était déferré, je me suis dit, tiens, il a peut-être usé lui-même, donc il va être dans son aplomb plus ou moins naturel. On a regardé 95 degrés aussi. Bon, j'ai dit, c'est pas mal. J'ai dit, tiens, je vais faire le bon élève, pour une fois, ça va me changer. Je vais le parer d'équerre. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc, on l'a paré d'équerre. Et puis, j'ai pris la photo, avant, après parage. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin de commentaires. Ça, c'était avant parage, évidemment, quand il était à 95 degrés. Ça, c'est après parage, quand il est à 90. Le pied, il est bien perpendiculaire au sol, mais toujours pas le membre. Je ne vous dis pas les contraintes articulaire. Voilà ce qu'on a fait, à mon avis, à l'intérieur. Rapidement, Nebel. Nebel, j'avais pris ces photos-là justement pour expliquer ça à mes stagiaires, en disant, un cheval, c'est pas obligatoire qu'il soit d'équerre, parce que s'il est de travers, il n'y a pas de raison que les pieds ne soient pas de travers. Mais
je le faisais quand même avec un petit peu de retenue. Hein. Depuis que je fais Rennebel, il allait beaucoup mieux. Ses talons étaient moins chevauchés, mais il avait plus ses SEM-cartes, donc c'était déjà... Le propriétaire était très content. Puis comme un cheval d'endurance, c'est très endurant, il boitait même pas, il était content. Mais en observant ces photos-là quelques temps après, hein, eh ben, je me suis aperçu que quand même, il y avait des lignes de stress, il y avait une espèce d'hirsutisme de la couronne, là, il y avait une fourchette qui était plus ou moins maladive. Et puis j'ai dit, bah, si ma règle elle est bonne, pourquoi pas l'appliquer à Nebel aussi? Et puis j'ai comparé l'histoire du centre de pression et l'histoire du TDL. J'ai dit, je vais parer le cheval jusqu'à ce que le centre de pression il soit au milieu de la fourchette. Et puis après, je vais mesurer avec le TDL. Et les deux correspondaient. Hein. Et vous voyez, donc 82 degrés, pas mal. Là, les Anglais, quand ils ont vu ça, ils ont failli me tirer dessus. Ils ont dit, mais il est complètement malade. Où est mon T-square? Où est mon T-square? 82 degrés. Mais j'ai repris quand même des photos du pied quelque temps après ce traitement de choc. Hein. Et puis regardez, les maréchaux, hein, ils voient très bien la différence. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est le pied tel que je le parais, que je pensais le parer à l'époque. Hein. Bon, avec ces lignes de stress, la fourchette pourrie. Voilà le pied. Suite au traitement, entre guillemets, hein, mais c'est peut-être un an après, je ne me souviens plus. Hein, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre le pied en photo. Je finis là-dessus. Hein, et ben, on a changement de direction de la paroi, plus de ligne de stress, plus d'hirsutisme de la couronne, une fourchette en bon état. Hein, ça, c'est un pied qui nous parle et qui nous dit qu'il est en bonne santé, alors que celui-là, bon, ben, le cheval allait pas mal, mais le pied n'était pas en bonne santé. Donc, voilà. Je vais arrêter là-dessus. Je pourrais parler pendant 2 jours, alors vaut mieux effectivement que j'arrête tout de suite. Je vous remercie de votre attention. Et...